Donc, la présentation du soir, c'est sur l'initiative pour une monnaie à l'abri des crises, émission monétaire uniquement par la Banque nationale, initiative monnaie pleine. Donc, afin de comprendre l'objet de l'initiative, tout d'abord, il convient de savoir qu'est-ce que la monnaie. Donc, d'où vient la monnaie et qu'est-ce que ça veut dire la monnaie au XXIe siècle. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir professeur Urs Birchler, ici présent. Donc, il est professeur à l'université de Zurich, professeur de banque et finance. Durant sa carrière professionnelle et académique, il s'est principalement intéressé à la question de la stabilité financière et de la santé des banques. Il a notamment travaillé à la BNS, Banque nationale suisse, je pense que vous allez l'entendre souvent ce soir, dans le département de la stabilité financière, et il représentait aussi cette dernière dans les négociations des accords de Bâle. Donc, principalement ancré dans le milieu bancaire suisse, il est devenu un expert reconnu de l'histoire et du fonctionnement du système monétaire helvétique. Veuillez l'accueillir. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de revenir ici. Amalia n'a pas mentionné que j'ai même donné un cours dans cette salle même. Je suis un peu nerveux, j'ai presque pas dormi avec la perspective de devoir présenter en français un sujet, la Folge, l'initiative monnaie pleine, qui est en partie pas même compréhensible en allemand. Mais bon, je suis impressionné que la salle est pleine, avec le beau temps qu'il y a en dehors, qu'il y a tellement d'intérêt pour deux éminences presque plutôt blanches que grises, Jean-Pierre. Mais je pensais aussi à un sujet qui vraiment vaut la peine. Merci à WhoThink de nous inviter et je vous félicite aussi de votre initiative étudiante de faire bouger les choses. Pendant la présentation, je vais très volontiers répondre aux questions, en particulier aux petites questions qui vous empêchent de comprendre ce qui suit. Alors, m'interrompez, il y a aussi une grosse faute dans ma présentation et je vous invite de pas même lever la main, de juste crier faute quand elle arrive. Ouais. Mais il faut faire bien attention. Est-ce que je puisse demander qui est économiste ici? J'avais pensé que tu lèveras la main, mais je sais pas. Alors, c'est à peu près la moitié ou un peu plus. J'essaye de naviguer un peu entre les économistes. Je ne veux pas embêter les économistes, mais je voudrais non plus perdre les non-économistes. Mais comme j'ai dit, vous m'interrompez. Je vais aller assez vite. Vous tous, vous connaissez cette histoire avec la monnaie pierre. C'est une île qui s'appelle Yap. Et pour les grandes transactions, ils avaient, ou peut-être ils l'ont toujours, cette pierre énorme qui vient d'ailleurs d'une autre île, Palau, qui est dans une distance de plusieurs centaines de kilomètres. Plusieurs centaines de kilomètres, ils ont les bateaux flottants et ils apportent ces pierres. Évidemment, on ne peut pas éviter qu'une très belle pierre, un jour, tombe dans l'eau et la profondeur là-bas, c'est derrière les Philippines, c'est autour des 10 000 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une grande valeur qui vient d'être perdue. Et les gens étaient très intelligents, ils disaient, bon, ce n'est pas la faute du propriétaire parce qu'il y avait des ondes. On sait, nous tous, nous savons où elle est, cette pierre. Nous tous savons à qui elle appartient. Alors pourquoi qu'est-ce qui nous empêche de continuer de l'utiliser comme moyen de paiement? Et avec cette idée, ils ont compris qu'il ne faut pas même mettre les pierres devant la maison, on peut les mettre presque, disons, en banque, parce que chacun sait à qui cette pierre ou l'autre. Okay?
Et si on oublie, on peut répéter toutes ces histoires, les anecdotes le soir autour du feu, parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de travail les soirs. Et la mémoire collective sert de réseau de mémoire monétaire. OK. Il y a principalement trois catégories de monnaie. Cette pierre appartient à la catégorie monnaie nature, comme le cacao ou les bitcoins. Monnaie nature, ça veut dire que la production est chère. La valeur intrinsèque joue un rôle avec les choses vraiment primitives, mais elle n'est absolument pas nécessaire pour la valeur. Ça suffit que la production soit chère. Et la chose intéressante, c'est la preuve de propriété avec les pierres, c'est la mémoire collective. Avec Bitcoin, c'est la blockchain qui est une version électronique de la mémoire, mémoire collective. C'est pourquoi que j'appelle les bitcoins la monnaie pierre du XXe siècle. La monnaie nature, par son nature même, n'est pas efficace, parce que c'est cher à produire et c'est cher à échanger des fois. Et vous avez lu que le système Bitcoin consomme une électricité. Il y a 3 ans, c'était comme la ville de Zurich. Maintenant, c'est près de la Hongrie. Il y a quelques jours, j'ai lu, c'est plus ou moins la consommation électrique de l'électricité de la Suisse. Et où est-ce que ça va? C'est très, très inefficace. C'est une bêtise énorme, mais bon, ça y est. C'est à cause de cette inefficacité qu'on a inventé la monnaie fiat, la monnaie, qu'est-ce que c'est en français, la monnaie scripturale? Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Disons la monnaie fiat, ça n'a rien à faire avec les voitures fiat. C'est, comme Dieu dit, c'est fiat lux, let there be light, fiat monnaie, let it be money. Les économistes connaissent très bien cette relation que la monnaie multipliée par disons, 100 milliards qui changent la main 5 fois par année produisent bien sûr 500 milliards qu'est-ce que c'est Umsatz? Tu dois mettre un peu de valeur, disons. Mais la valeur peut consister de prix est très haut ou de très grande quantité. Ça, c'est une question. La BNS, pour simplifier beaucoup, a seul cet instrument de monnaie, ou les taux d'intérêt, ce qui est la même chose, la monnaie, et avec la quantité de monnaie, elle essaye de massager le niveau des prix. Elle n'a pas d'influence directe sur la répartition de la monnaie qui va dans les prix ou dans les quantités, ni elle contrôle la vitesse de circulation. C'est seulement pour illustrer que son tâche est un peu compliquée. Mais quand même, elle a fait assez bien dans le passé plus récent, après le milieu des années 90. Le taux d'inflation, le taux d'augmentation des prix est resté plus ou moins dans ce corridor entre 0 et 2% qui a été adopté plus récemment comme but de politique monétaire. Voilà. D'ailleurs, la BNS elle-même, elle raconte toute la théorie monétaire ou toute la politique monétaire sur la nouvelle série de banknotes. Ici, c'est le chef d'orchestre, c'est la BNS, le chef d'orchestre, qui fait tourner le monde en variant la quantité de monnaie. Voilà. Comment est-ce qu'elle fait? Parce qu'il y a un time lag entre une variation de la quantité de monnaie et son impact sur le niveau des prix. Il faut jeter un rayon de lumière dans le futur. La BNS fait une prévision d'inflation. Maintenant, elle est autour de 2% pour 2020.
ça veut dire maintenant elle devrait freiner un peu déjà. C'est difficile avec l'euro, mais en principe, elle devrait, pour garder la stabilité des prix, elle devrait freiner. Ça, c'est l'idée générale, mais comment est-ce qu'elle fait bouger le monde avec juste un petit tige de fleurs? Là, il y a la BNS a défini une marge de fluctuation pour les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est le lien entre la monnaie et l'économie. Cette marge de fluctuation, je l'appelle le Zielband parce que le mot allemand me semble un peu plus précis. Et ça s'applique au LIBOR, London Interbank Offered Rate, pour 3 mois. Et vous voyez que le LIBOR, c'est l'orange, la ligne orange, a très bien suivi le Zielband qui avait été défini tous les trimestres par la BNS. Et comment on massage le LIBOR? La BNS n'est pas partie du Interbank Market. Elle ne peut pas pas intervenir directement. Elle a besoin d'un instrument, et ça, c'est le repo. Maintenant, aujourd'hui, ça s'appelle SARON, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est le taux du jour à jour. Et ça, c'est comme le remote control avec la télé. Elle essaie d'influencer le LIBOR avec le repo. Et juste pour vous donner un exemple, j'utilise la crise financière. Avant la crise financière, les prévisions d'inflation étaient à la hausse. Alors, en 2107, la BNS était confrontée avec une prévision d'inflation à haute, mais elle savait aussi qu'il y avait des problèmes dans le secteur financier. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle augmentait encore une fois le corridor pour montrer au public, nous, avec l'inflation, on est sérieux. Mais dans le corridor, elle voulait réduire le LIBOR, et à ce but, elle réduisait le repo, mais le LIBOR cessait de faire ce qu'on veut. C'est comme le chien, hein. Je siffle au chien et le chien ne vient pas. Et puis, on a encore réduit le repo sous le corridor, mais le chien n'est pas revenu, et finalement, le chien disparaît dans les forêts. Hein? Et c'est ici que le 3e département, à vrai dire Jean-Pierre Dantine, a sauvé l'économie suisse, parce que le 3e département, c'est le département qui fait qu'est-ce que c'est qui fait la politique monétaire, non? Oui. Les autres discutent, mais eux, ils sont ceux qui font. Et il a réduit le repo à 0. C'est une espèce de va-banque, mais ça a fonctionné. Finalement, le chien est rentré et on a pu réduire le LIBOR. Bon. L'économie suisse a survécu. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire avec la fixation du cours de l'euro ou le fin de cette fixation. Ça, c'est une histoire intéressante, mais je n'ai pas de temps pour tout. Mais je voudrais vous seulement montrer les conséquences. Vous ne voyez pas même ici l'augmentation de la quantité de monnaie centrale pendant la crise financière. C'est presque rien comparé à l'augmentation de la monnaie centrale en conséquence des interventions contre l'euro. Alors ici, on était forcé de produire un potentiel inflationnaire qui est toujours là. C'est toujours là. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a la politique de la Banque centrale européenne, M. Draghi, qui, sous le motto « Whatever it takes », a vraiment augmenté, a ouvert les portes pour la création monétaire. Et la Suisse, comme petit pays, ne peut pas éviter d'être dans ce fleuve. À ce moment, je
Je me souviens de cette conférence. J'avais l'honneur d'introduire le président Draghi et je l'ai introduit comme gouverneur Draghi. Et il a donné sa présentation et dans la pause café, il y avait Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, qui venait chez moi. Est-ce que vous avez vu la petite grimace qu'il faisait chaque fois que vous l'appeliez gouverneur? C'est nous qui sommes des gouverneurs. Lui, il est président. Vous l'avez réduit à notre niveau. J'étais pas, je suis couru, j'ai cherché M. Draghi qui était tout seul, tournant sa petite cuillère dans l'espresso. Je suis allé chez lui, je me suis presque mis sur mes genoux. J'ai dit, I'm so sorry, I'm just a cow Swiss, I don't know these European, les finesses. Il disait, don't worry, this is the least of all the insults I have to hear every day. Il était très gentil. Mais j'ai aussi donné des cours universitaires pour des enfants. Il y avait une fille de 10 ans qui me demandait, mais finalement, j'ai parlé de l'hyperinflation. Et puis elle me demande, ça coûte combien le monde? Et je demande, mais je ne savais pas la réponse. Et qu'est-ce qu'il fait un prof quand il ne sait pas la réponse? Il pose une question. J'ai dit, mais pourquoi tu veux acheter le monde? Parce que je pourrais abolir la monnaie. Hein? Vous connaissez, les économistes, ils connaissent tous Adam Smith, qui comparait le fiat money the Italian wings of paper money. Vous connaissez l'histoire d'Aetalus et Icarus qui ont dépassé du labyrinthe. Et Icarus, il est allé trop haut. Hein? Finalement, il tombe. Et Adam Smith, il disait c'est très utile le monnaie de papier parce qu'on progresse beaucoup plus vite que sur la ruse solide de l'or et de l'argent, mais c'est dangereux, bien sûr. La BNS, maintenant c'est la psychologie profonde des banques centrales, la BNS le sait. C'est pourquoi qu'elle a mis sur le nouveau billet de 50 francs, qu'est-ce que c'est? C'est pas un parachute, comment vous appelez? Parapente. Hein? Parapente. Parapente, une parapente, hein, parce que avec ses créations de monnaie, elle n'est pas tout à fait à l'aise. Hein. Et en allemand, on dit des papillons dans le ventre quand on est amoureux. Est-ce que ça dit aussi en français? Alors, une fois que l'économie a les papillons dans le ventre, c'est un cas pour la Croix-Rouge plutôt. Hein, il faut faire attention. Voilà. Et ce que vous savez probablement pas, c'est parce que la BNS sait que ce que pourrait se passer, elle a déjà imprimé les billets de réserve pour le cas d'une hyperinflation. Ici, c'est celui de 10 000 francs. Il y a aussi les plus grandes coupures. C'est dans les trésors à Berne. T'as vu? Il n'y a personne qui voulait m'interrompre. Non? Vous avez cru? Ça, c'était la grosse faute. Peut-être aussi des petites fautes, mais ça, c'était la faute. Maintenant, la troisième espèce de monnaie, c'est quelle heure? 15 minutes, OK. Ça, c'est la monnaie de crédit. J'ai oublié. La monnaie nature, c'est l'idée, la monnaie solide. Hein? La monnaie fiat, c'est l'idée, la monnaie dans les mains de la société. Hein? La monnaie crédit, c'est la monnaie flexible. On peut retirer quand on a besoin. Ça, c'est pas de la monnaie, mais on a la monnaie dans la banque. On peut retirer quand on a besoin. Et pour le reste, elle porte des intérêts à la banque. Maintenant, ça devient un peu sec pour les non-économistes. Hein. C'est un bilan. Un bilan a un côté actif et un côté passif. L'actif, c'est où est ma monnaie ou mon argent. Le passif, c'est d'où vient mon argent. Okay? La BNS, où est son monnaie? C'est investi dans des réserves monétaires. Et d'où est-ce que ça vient? Elle a émis des giros, des comptes de virement retenus par les banques. Elle a émis des billets. Avec ça, elle a acheté des dollars, des euros, des treasury bonds, etc. Ici, il y a une petite faute. Ici, il y a une petite faute.
Dis-moi. Les giros, ce n'est pas un compte au sens, c'est un compte avec MPT. Hein? C'est les C'est pas comptes. une fantaisie. Ok, C'est pas ok. une petite histoire qu'on raconte, c'est un vrai compte. Ok, merci. Merci. Alors, je vais dire les giros hein, pour éviter des trucs. Ok. Les giros et les billets, ça constitue la monnaie BNS, la monnaie centrale, ou monnaie de banque centrale. Pour la banque, d'où vient la monnaie? Ce sont les dépôts faits par les déposants. Où est-ce que la banque détient la monnaie? Un peu des giros, mais elle accorde aussi des crédits. Okay? Disons, Madame A vient à la banque faire un dépôt, la banque retient le dépôt dans les giros. Monsieur B vient, porte sa monnaie à la banque donne un crédit, etc. Mais ce n'est pas que seulement les hommes sont capables de financer le crédit, c'est par hasard ici. On peut aussi raconter l'histoire dans l'autre sens. La banque donne un crédit peut-être même à Monsieur B, et elle crédite cette somme sur le dépôt de Monsieur B. Pourquoi est-ce que la banque peut créer des dépôts et seulement retenir une partie en giro? Parce que les paiements entre Madame A, Monsieur B et C ont lieu directement par transfert bancaire, et seulement en cas exceptionnel en allant à la banque, retirant la monnaie et payer en espèces. Alors, le somme des dépôts que nous avons dans les banques, plus les billets, c'est la quantité de monnaie plus étroite, M1, mais je vais éviter un peu les technicalities. Mais entre la monnaie détenue par le public et la monnaie créée par la BNS, il y a cette relation, il y a le multiplicateur monétaire. Et le multiplicateur monétaire, attendez, je suis un peu, ça me triche un peu, je dois aller par main, voilà. Le multiplicateur est intéressant. Il a augmenté par les années en cause du progrès technique dans le secteur des paiements. Et puis, il a baissé fortement pendant la crise financière parce que la BNS a injecté de la monnaie dans le secteur. Vous vous souvenez, le 3e département a vraiment envoyé les camions et les camions électroniques. Mais la situation s'est plus ou moins normalisée avant que la crise de l'euro est intervenue, et pendant la crise de l'euro, la BNS a créé beaucoup de l'argent, mais les banques n'ont pas augmenté, la somme des dépôts dans les banques n'a pas augmenté en même temps, avec le résultat que maintenant le multiplicateur est près de 1. C'est ce que les initiants de la monnaie pleine, c'est ce qu'ils veulent mettre dans la loi. Et si c'est une bonne idée, c'est une autre question. Mais si on devrait adopter leur système, c'était le moment maintenant. Il ne faut pas attendre 10 ans ou aller 20 ans en retour. Ça, c'était le moment. Ou ça serait le moment. Voilà. Le système de crédit, ça, le problème, c'est fragile. C'est fragile et Non, j'ai voulu parler de la Northern Rock. Ça, c'est le problème parce qu'il y a plus de dépôts que de liquidités dans les banques. On peut avoir les bank runs. Les gens retirent de l'argent
en masse et aucune banque pourrait payer tout au même moment. Et c'est ça que l'initiative Monnaie pleine voudrait éviter en interdisant la création de monnaie par les banques. Et ça, c'est le deuxième pilier qui est peut-être quelque chose de différent, que la BNS, en créant de la monnaie, n'achète plus des treasury bonds ou des euros ou n'importe quoi, mais elle fait des cadeaux à la Confédération et au canton ou directement aux citoyens et aux citoyennes. Ça serait gentil, hein? Chaque semaine ou chaque mois, le petit chèque de la BNS arrive. C'est très sexy, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas de la richesse récoltée dans l'air. C'est la richesse que que la nation suisse a déjà accumulée, qui est dans les trésors de la BNS pour les mauvais jours, et qui on distribuerait dans cette rue. Mais ce que le point 1 exprime, c'est que si une banque a des dépôts, des dépôts de caractère transaction, elle doit avoir des giros ou des billets de banque dans la même quantité. Hein. C'est 1 à 1. Ça veut dire que cette partie de la banque devient une boîte de carton où j'apporte mon argent à la banque, elle met dans la boîte, etc. So. Alors, la monnaie crédit, elle est fragile. Alors, c'est ce que nous avons, c'est le choix entre une monnaie inefficace, une monnaie tendanciellement inflationnaire et une monnaie fragile, chacune avec ses avantages et ses désavantages. La technologie, la société, l'économie décident du développement, décident le développement de la monnaie dans l'histoire. Et si nous allons chez les Celtes, ici c'est bien sûr la monnaie nature. Il y a déjà avec les Romains une partie monnaie fiat parce que la monnaie n'avait pas assez de métaux précieux parce que les empereurs ils trichaient un peu. Et puis dans le Moyen Âge, il y avait très peu de métaux et il y avait une monnaie nature, mais probablement aussi monnaie fiat parce qu'elle valait probablement plus que valeur. C'est pas une valeur nominelle, mais c'est comme une espèce de monnaie de crise. Ça, c'est une de Zurich. On reconnaît très bien la grosse gueule du Zurichois. Et maintenant, il y a la monnaie crédit. C'est l'effet de commerce qui entre au commencement de la Renaissance. Et puis, on retombe sur la monnaie naturelle, la monnaie métallique, avec l'or qui venait de l'Amérique du Sud. Même Napoléon Bonaparte, là, il a été très bien métalliste. C'est lui qui nous a donné la première monnaie nationale. Le franc suisse n'existait pas, c'était le franc de la République helvétique. Et peut-être vous pourriez me dire quelles étaient les couleurs de notre tricolore à l'époque. De la tricolore helvétique. Le drapeau helvétique. C'était le rouge, le blanc et le vert, bien connus comme les couleurs Rastafari. Et puis, dans la première moitié du 19e, il y a les billets de banque, les premiers billets de banque en Suisse, parce qu'il y avait un grand chaos de monnaie et c'était plus confortable d'avoir des billets de banque. Là, c'est un très beau, c'est la Banque cantonale vaudoise. Ça, c'est seulement de 1846 et un peu plus tard, il y avait le franc suisse qui, après la Constitution de 1948,
il y avait les premiers francs, c'est vraiment du franc suisse moderne, qui était de l'argent, et puis il devenait de l'or. Je fais un peu plus vite. Mais il y avait toujours les billets des banques privées, et il fallait aussi une loi, c'est la première loi financière fédérale en Suisse. Et puis, en 1907, c'est la naissance de la Banque nationale suisse. Ça, c'est un de ses premiers billets. Et le mandat, parce que je vais parler du mandat dans une seconde, c'était la convertibilité. Alors, elle était un kiosque, plus ou moins. On pourrait apporter de l'or ou on pourrait apporter des billets, retenir de l'or. La banque était tout à fait restreinte. Avec la conséquence que quand la Première Guerre mondiale commençait, les soldats allaient au service militaire et les familles avaient besoin de l'argent. Ils allaient aux banques, il fallait reprendre les dépôts d'épargne et il manquait de l'argent courant et la Confédération a dû imprimer des billets de 20 francs parce que les BNS, avec la convertibilité, ne pouvaient pas fonctionner comme lender of last resort. Après la guerre, encore, ça c'est de la monnaie fiat, et maintenant on retourne à la monnaie nature. Dans la crise mondiale de 1936, la Confédération a déclaré cours légal pour les billets de banque. Ça veut dire ça devient fiat, monnaie fiat encore, parce que la convertibilité est interrompue maintenant. Je ne parle pas maintenant de la monnaie de crise. Par exemple, les petits billets de 2 francs émis par le Einwohnerrat Hofstetten. C'est une petite commune près de Brienz qui a créé son propre argent au chagrin de la BNS, qui leur a envoyé la police cantonale, bien sûr. Après la guerre, on a légalisé le cours légal des billets de façon que le Conseil fédéral pourrait donner le cours légal en cas de guerre, mais aussi durant les périodes de troubles monétaires. Vous devinez quand est-ce que nous étions dans des troubles monétaires? Toujours depuis 1954. Puis il y avait le système Bretton Woods qui fixait l'échange, qui était à la fin 1973. Et après ça, le franc suisse était une partie fiat, une partie monnaie naturelle. Vous voyez, c'est toujours monnaie fiat, monnaie naturelle, monnaie crédit, c'est comme une coopération. Maintenant, où est-ce qu'on est? On a les billets de la BNS, 100% fiat, avec les tâches de la BNS d'assurer la stabilité des prix, etc., et de contribuer à la stabilité du système financier. Vous pourrez un peu penser sur la question pourquoi on assure la stabilité des prix et on contribue seulement à la stabilité du système financier. C'est une question examen pour les... Et puis il y a les comptes de virement, encore les comptes faits. Hein. Il y a les dépôts bancaires. Alors, on a deux espèces fiat. On a de la monnaie crédit. On a les crypto-monnaies qui sont monnaie nature, Bitcoin et tout ça. Et puis, on a encore une petite curiosité, les avoirs-vires de la monnaie fiat privée. La monnaie du futur, elle sera bien sûr composée probablement des trois
catégorie de monnaie, le mix exact, nous ne savons pas encore, c'est certainement la technologie, la société et l'économie qui décident, dont les développements décident la face de la monnaie du futur. Je serais très heureux d'aller un peu plus loin dans la discussion, mais je pense pour le moment ça devrait suffire. Donc un grand merci au professeur Birchler pour son intervention. Donc maintenant, après avoir mis la monnaie en perspective de manière économique et historique, on va s'intéresser au fonctionnement concret du système monétaire et on va notamment aborder les inconvénients, les avantages du système en place et plus précisément, nous allons parler bien de régulation bancaire. Et qui de mieux pour aborder ces thématiques que le professeur Dantine. Donc un bref retour sur sa carrière avant de lui céder la parole. Donc il a étudié aux États-Unis, notamment durant son 3e cycle. Il a également commencé sa carrière académique aux États-Unis, puis dans les années 80, il a décidé de revenir en Europe et de rejoindre HEC Lausanne. Ensuite, il a officié durant près de 30 ans dans notre faculté pour finalement, en 2010, rejoindre le directoire de la BNS et en 2012, il a accédé au poste de vice-président de la BNS. Donc à noter que le professeur Dantine est arrivé à la BNS dans un contexte relativement instable, notamment en raison de l'abandon du taux plancher et également en raison de la période post-crise. En 2015, il décide de quitter ses fonctions au sein de la BNS pour reprendre la présidence de la Paris School of Economics, donc c'est le poste qu'il occupe encore actuellement, et depuis le mois d'avril 2018, il co-dirige également l'Institut du Management de l'EPFL. Donc je vous demande de l'accueillir chaleureusement et je lui passe immédiatement la parole. Très bien. Écoute, merci pour cette introduction. C'est un plaisir d'être de retour ici. Oui, j'y ai passé quelques heures, quelques années même. 30 ans, c'est un sacré bail. Bon, voilà. Rien à redire là-dessus. Je voudrais d'abord remercier effectivement les organisateurs. Je crois que c'est vraiment une très, très bonne initiative. Comme vous le verrez dans un moment, ils nous ont donné des instructions précises et je crois que c'est une excellente chose également. Donc, bravo. Je voudrais aussi remercier Urs Birchler d'être venu. Je pense que c'est vraiment pas banal d'avoir accepté de venir depuis Zurich pour nous parler de faire la première partie, de parler de la partie monétaire. Et puis, il s'agit là d'une personne parfaitement qualifiée. Et je suis venu avec 50 copies d'une note qu'il a publiée, mais que vous trouverez à l'extérieur de l'auditoire, je crois, qui est une note du Swiss Finance Institute, qui est une note de débat public qu'il a écrite avec le professeur Rochet sur précisément l'initiative Monnaie Pleine. Un document qui, selon ses termes, explique en termes simples les arguments des partisans de l'initiative en les confrontant aux opinions de ses opposants, de manière à ce que les Suisses puissent se forger un point de vue éclairé. Nous abordons les conséquences probables de l'initiative sur la stabilité financière, la création de monnaie, l'octroi de crédit et les finances publiques. Donc un peu de publicité pour un document qui est vraiment très bien fait. Les personnes à qui j'ai eu l'occasion de le transmettre ont trouvé que c'était le meilleur document qu'ils avaient vu sur cette initiative. C'est un bon complément pour la discussion que nous avons aujourd'hui. Alors je vous disais, on nous a donné des instructions précises. En ce qui me concerne, on m'a dit, vous allez parler des limites du système actuel. Donc j'ai parti de la partie stabilité financière, quels sont les éléments qui ont mené à la grande récession, quelles mesures ont été prises par les régulateurs, dans quelle mesure les efforts fournis ont-ils permis de réduire l'instabilité du système, et puis tout à la fin on m'a dit en 2 mots les propositions des initiants. Alors vous voyez que je ne vais pas énormément parler de l'initiative, enfin je vais y faire référence ici et là. Donc, l'idée, c'est de parler justifier en quelque sorte la première partie du nom même de l'initiative pour une monnaie à l'abri des crises. Alors, c'est quoi la crise financière? Ça, c'est le point de départ. Notre crise financière 2007-2008, je dirais, c'est quelque chose qui s'est fait en 3 étapes. La première chose, et c'est important de le se rappeler, c'est une crise, je dirais, une bête crise hypothécaire. Je dis une bête crise hypothécaire parce que dans l'histoire, il y en a eu des centaines, et le domaine hypothécaire, le domaine immobilier a été très souvent l'initiative au départ des crises financières. C'est encore une fois ce qui s'est passé, encore peut-être plus intéressant, mais je ne vais pas aller voir dans tous les détails, c'était une crise financière aux États-Unis.
Certes, après, il y a eu une crise financière en Espagne, en Angleterre, en Irlande, mais elles n'étaient pas directement liées. Donc au départ, c'est vraiment une crise financière aux États-Unis. Je m'excuse, j'ai toutes les slides en anglais, mais voilà, on parle français. Vous lisez, donc c'est une bulle immobilière qui éclate. Rien d'extraordinaire. Alors, on a dit beaucoup de choses sur le système financier, mais en fait, c'est quelque chose d'assez naturel, presque d'inévitable. En tout cas, on ne pense pas qu'on va pouvoir systématiquement l'éviter. Et puis ça a débouché sur une crise financière, sur une crise bancaire, plus exactement, qui était mondiale. Donc il y a eu un passage de quelque chose, en fait certains diraient même que c'était l'immobilier dans certaines régions des États-Unis, en Californie, au Nevada, en Floride et dans le Midwest, qui se transforme en une crise mondiale. Et ça, en soi, c'est un puzzle, c'est pas quelque chose qui était évident, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on a anticipé, mais je viendrai là-dessus dans un moment. Ce que je montre ici, c'est un peu la différence entre les taux de marché, c'est ce qu'on appelle la prime de risque sur les marchés monétaires. Vous voyez qu'avant la crise, on était quasiment à zéro. Les choses étaient calmes, on ne pensait pas qu'il y avait vraiment un risque, pas seulement les académiques, pas seulement les banquiers centraux, mais même le marché. Et puis tout d'un coup, il y a eu, au mois d'août 2007, quelque chose qui n'a pas été très très bien vu par le public à large, mais c'est à ce moment-là qu'on peut dater le début de la crise financière. Après ça, au printemps 2008, il y a eu la faillite de Bear Stearns, et puis il y a eu ici Lehman Brothers, et puis là, ça a été vraiment la pique, et à ce moment-là, on est entré dans la crise avec toutes sortes de mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, on peut dire qu'on en sort, mais encore pas tout à fait, puisque les taux d'intérêt sont au plancher, sont même en dessous du plancher, sont en négatif en Suisse et en Europe et au Japon. Donc on est encore un petit peu dans le sillage de la crise. Deuxième étape, donc première étape immobilier, deuxième étape qui débouche sur une crise bancaire, troisième étape, une dette souveraine en Europe. Et la connexion, elle n'est pas évidente à faire, elle est tellement pas évidente que je ne vais pas vraiment en parler, mais c'est une autre crise en soi. Et c'est ce fait qu'il y a eu cette crise européenne qui explique la situation difficile de l'économie européenne et la reprise beaucoup plus lente en Europe par rapport à ce qui a été aux États-Unis. Aux États-Unis, on peut dire qu'on est vraiment sorti de la crise, les taux d'intérêt sont positifs, le taux de chômage est au plus bas, il n'a jamais été aussi bas. Alors il y a encore des traces, mais enfin on est assez largement sorti. L'Europe est encore à la suite, à la traîne, à cause de cette crise de la dette. Si on voulait aller dans le détail, il faudrait effectivement expliquer les trois pans de la crise et le lien entre eux. Je ne vais pas tout à fait pouvoir faire ça. Je vais simplement plutôt me focaliser sur ce qui est relevant, ce qui est pertinent par rapport à l'initiative, qui est la fragilité des banques. Le fait que les banques sont de manière intrinsèque fragiles, d'où la problématique immobilière, parce que c'est effectivement dans l'immobilier qu'il y a le gros du crédit vient de l'immobilier, et il y a des phénomènes d'exubérance, de bulles qui finalement ne sont plus maîtrisables et qui débouchent dans des crises. Maintenant, le problème, il est même plus intrinsèque, je dirais, il est plus fondamental, et il a été relevé par la petite opération comptable qu'a fait Urs Birchler, qui est le fait que les banques reçoivent des dépôts des clients et qu'une partie de ces dépôts est utilisée pour faire des crédits. Les dépôts des clients, comme il l'a souligné, c'est de la monnaie, donc c'est un actif parfaitement liquide. Les clients, à tout moment, peuvent venir retirer de l'argent de la banque. Mais si une partie de cet argent a été prêtée dans un prêt immobilier, c'est le gros des prêts, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces prêts ne peuvent pas être arrêtés à tout moment. C'est typiquement des prêts à au moins 1 an, 5 ans. De plus en plus maintenant, en Suisse, on a des prêts à 10 ans, et après le contrat expire. Donc on a ce qu'on appelle une maturity mismatch. Il y a une différence de maturité entre l'argent, la dette liquide qu'a la banque, qui est une dette vis-à-vis des clients, et le crédit, qui est un crédit vis-à-vis d'autres clients, qui lui est illiquide. Donc cette transformation de maturité rend les banques vulnérables, et en particulier elles sont vulnérables aux runs,
aux courses au guichet. Alors, pourquoi est-ce qu'on admet ce système-là? On admet ce système-là parce que il est extrêmement peu probable que vous tous, ce soir, après le cocktail, vous alliez à la cash machine et vous retiriez tout votre argent de votre compte. C'est infiniment improbable. Ça dépend de votre présentation. Ça dépend de notre présentation. C'est-à-dire que si on vous disait que on va vous donner une information que la Banque cantonale vaudoise va mal et que peut-être bien que demain vous pourrez pas retirer votre argent, eh bien, nous aurons le cocktail pour nous deux, parce que vous irez vite chercher votre argent à la Banque cantonale vaudoise ou à votre banque. Donc les banques sont fragiles, mais elles ne le sont fragiles que dans des circonstances exceptionnelles, parce qu'il y a une vraie stabilité dans les comportements des déposants. Et on utilise cette stabilité dans le comportement des déposants pour effectivement mettre à contribution les dépôts des clients et permettre cette transformation de maturité et d'accorder des crédits sur des durées qui sont de 1 an, 5 ans, 10 ans, voire plus. D'accord ? Alors, cette transformation de maturité et cette vulnérabilité, elle a été bien reconnue, en tout cas depuis la Grande Dépression. On peut mettre le doigt sur le fait qu'au moment de la Grande Dépression, on n'avait pas bien compris ce mécanisme et la psychologie des banquiers centraux et des régulateurs était de dire si une banque est fragilisée, et si elle fait faillite, c'est parce que c'est une mauvaise banque, donc on la laisse faire faillite. Depuis lors, on s'est rendu compte que non, une banque est parfaitement bien gérée, mais qui s'est soumise à une calomnie de quelqu'un de compétent comme Urs Birchler qui dirait non, non, elle est très mal, eh bien cette banque, elle est vulnérable. Donc il y a, ou simplement, sans parler de calomnie, de rumeurs, et en particulier de suspicions, si on se dit, oula, il y a une banque qui a fait faillite en Angleterre, est-ce que vraiment ma banque à moi, elle est solide? Donc les suspicions peuvent conduire à ce qu'il y ait des courses sur les guichets. Et là, on est au cœur de l'initiative Monnaie Pleine, parce que l'initiative Monnaie Pleine dit qu'il faut empêcher cela. Il faut empêcher cela en forçant les banques à garder tout ce qui est déposé aux banques et de le mettre à la Banque nationale. Donc les banques ne pourraient plus accorder des crédits avec les dépôts, elles prendraient les dépôts, elles les transporteraient à la Banque nationale. Que ferait le crédit? J'en parlerai tout à l'heure. Donc on est au cœur du problème. Maintenant, le problème, il a été résolu différemment. Après la crise de 29, enfin des années 30, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une vulnérabilité qu'on devait adresser, qu'on devait compenser. On l'a fait en mettant au point des systèmes d'assurance des dépôts. Donc en fait, même si je vous disais pique-pendre de la BCV, si vous avez moins que 100 000 francs à la BCV, vous pouvez consommer le cocktail et le consommer en paix parce que vos 100 000 francs sont garantis par l'assurance de dépôt qui elle-même est effectivement garantie par un État qui est super solide, qui est l'État suisse. Donc on a résolu ce problème-là. Alors on pourrait discuter de savoir si on peut le résoudre encore mieux, mais enfin on l'a résolu, ce qui fait qu'effectivement, à part dans des cas extrêmes, notamment lorsque le gouverneur de la Banque centrale indique qu'il n'a pas l'intention d'aider une banque, ça c'est le cas de Northern Rock, ou lorsque l'État est fragile, c'est le cas de Chypre ou de la Grèce, on n'a plus vu dans nos pays depuis de nombreuses années de course au guichet. Donc on a en fait choisi une autre voie pour protéger les banques de cette fragilité, et c'est l'assurance de dépôt. Maintenant, cette fragilité, elle est encore plus large. Le problème des banques, ce n'est pas seulement l'assurance, ce n'est pas seulement les courses au guichet, c'est plus fondamentalement le fait qu'elles sont vulnérables à différents mouvements de marché que je cite ici sous des phénomènes de contagion, parce qu'elles ne sont pas seulement exposées aux prêts qu'elles ont reçus sous forme de dépôt des clients, comme vous et moi, mais aussi aux prêts qu'elles ont contractés auprès d'autres banques ou d'autres institutions. Et dans ce contexte-là, on sait que les expositions des banques l'une à l'autre, leur participation au marché de dérivés, alors là, c'est des questions simplement d'information, c'est ceux dont j'ai déjà parlé, ou même simplement le fait qu'elles ont des actifs qui ont des prix qui peuvent fluctuer, fait
fait qu'elles peuvent être plus ou moins solides, ou vues comme étant plus ou moins solides à certains moments et à d'autres moments. Mais le point crucial et le point sur lequel l'initiative porte, c'est uniquement la fragilité liée aux runs, liée aux courses au guichet, non pas aux autres phénomènes qui, en fait, aujourd'hui, sont beaucoup plus prégnants, sont beaucoup plus pertinents pour la problématique de la fragilité. Et ça justifie les réglementations, réglementation capitale en liquidité organisationnelle. Donc on réglemente les banques. Le secteur bancaire est le plus réglementé des secteurs économiques, précisément parce qu'on reconnaît cette fragilité et cette interdépendance entre des banques entre elles. Alors, la crise, elle vient, après ce que je vous ai dit, certainement du fait qu'on a laissé les banques être trop fragiles. On a laissé les banques être trop fragiles. Moi, je dis, voilà, vous êtes tous les économistes, on vous a sûrement dit, qu'est-ce qui compte, c'est les incentives, c'est les incitants. Et effectivement, le consensus, c'est que les incitants n'étaient pas bons. On a laissé les banques prendre trop de risques, excessive risk-taking, trop de risques. Elles ont fait trop de transformations de maturité en empruntant à très court terme pour prêter à très long terme, parce que c'est là-dedans qu'elles gagnaient de l'argent. Et elles l'ont fait avec un coussin en capital et des coussins en liquidité qui étaient trop faibles. Donc certainement, les banques étaient fragiles parce qu'elles ont voulu être trop fragiles, on les a laissées être trop fragiles. Alors en 3 mots, parce que là je vais plutôt aller en 3 mots, pourquoi est-ce qu'on les a laissées être si fragiles? Et je pose là une question est-ce que c'est à cause des banquiers centraux qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire? Et je dis, voilà, mais je ne vais pas aller dans les détails, peut-être je répondrai aux questions, sur 15 minutes, d'accord. C'est d'abord qu'il y avait un problème de connaissance. Les marchés financiers, ça c'est le problème de l'économie, par rapport à le problème lorsque vous étudiez la science de la Terre, c'est que l'économie, elle évolue sans arrêt. Alors c'est important de regarder l'histoire, mais c'est important aussi de se rendre compte que les marchés financiers de 2008 sont très très différents des marchés financiers de 1933 ou de 1929. Et donc, ce qu'on a appris en 1929, ce n'est pas nécessairement suffisant que pour nous prévenir des crises possibles en 2007 ou 2008. Ce qu'on avait appris en 1933, c'est qu'il fallait instaurer l'assurance de dépôt. L'assurance de dépôt a fonctionné en 2007-2008. La monnaie pleine n'aurait rien fait par rapport à la crise de 2007-2008. La crise, elle est venue d'ailleurs. Elle est venue d'ailleurs, et je viens dans un moment là-dessus, elle est venue d'ailleurs, alors donc il y avait vraiment un problème de connaissance, peut-être un problème de dogmatisme, c'est vrai qu'on était dans un environnement Thatcher-Reagan, Fama c'est de vous qui fait un peu de finance, est un grand chercheur en finance à l'Université de Chicago qui avait développé la théorie des marchés efficients. Tout ça a inspiré le fait qu'on pensait, je vous donnerai un moment, on pensait qu'on avait mieux compris, on croyait mieux comprendre qu'on ne comprenait en fait. Et il y a en particulier des interdépendances entre les banques qu'on ne comprenait pas vraiment. Mais c'est vrai aussi qu'il y avait peut-être une vision un petit peu plus dogmatique que oui, au fond, les marchés fonctionnent bien et ils vont simplement discipliner les institutions qui prendraient trop de risques. Donc, on a un problème de dogme, un problème de connaissance. En particulier, on a fait beaucoup de progrès en finance. Un des cours que j'ai donnés ici, c'était théorie financière, et je vous ai, à vos prédécesseurs, j'ai dit, on a fait énormément de progrès en théorie financière. Sur la théorie financière des années 50, par rapport à ce qu'on a enseigné ici à HEC, dans les années 80, 90 et aujourd'hui, n'a rien à voir. Mais on a quand même surestimé, on a pensé que ce qu'on avait appris était mieux que ce qu'on avait appris en réalité. Donc on a surestimé les techniques de management des risques, fondamentales, super importantes, mais il faut les prendre quand même avec une certaine prudence. Et les modèles, j'avais une slide qui était intéressante, mais je ne vais pas, sur le fait que les modèles, important les modèles en économie, mais il faut bien comprendre à quoi sert un modèle. Les modèles dans les années 90, dans le secteur financier, ont été pris par des physiciens, par des gens qui font de la physique, qui étaient les meilleurs mathématiciens et qui faisaient les meilleurs modèles, sauf qu'ils ne comprenaient pas très bien le modèle. Ils pensaient que le modèle de l'économique, c'était la même chose qu'un modèle sur les particules. Le problème, c'est que les particules, quand elles font quelque chose, elles le font toujours. Les agents économiques, quand ils font quelque chose et qu'on met une règle, eh bien, ils font quelque chose de différent. Et donc, il y avait une mécompréhension, une mauvaise utilisation des modèles économiques, par en particulier les quants, qui peut expliquer cela. Ok,
Voilà. Et puis je dis, là, du coup, on arrive à une réglementation qui était BAL 2, maintenant on parle de BAL 3, BAL 2, une réglementation qui était insuffisante, qui était trop soft. Donc on doit accepter cette forme de responsabilité. Pour vous prouver le problème de compétence, j'ai pris 2 citations ici de Jackson Hole, de Bernanke, pardon, et de Tim Geithner. Ben Bernanke, en 2005, donc on est 2 ans avant la crise en quelque sorte, disait à Jackson Hole, qui est le grand rassemblement des banquiers centraux, les banques sont plus solides qu'elles ne l'ont jamais été. On a fait tellement de progrès, donc elles made substantial strides over the last 2 decades in their ability to measure and manage risk. Et donc le système est plus résilient qu'il n'a jamais été. Et même chose pour Tim Geithner. Et là, ce n'était pas du dogmatisme, c'est vraiment une compréhension, mauvaise compréhension du système. En tout cas, c'est mon interprétation. Maintenant, et ça c'est vraiment le point crucial, c'est que le système bancaire, il a vraiment évolué. Et le système traditionnel, c'est un système où vous aviez les déposants. Les déposants prêtaient des dollars ou des francs ou des euros à la banque, les déposaient. La banque prêtait ces dollars à l'emprunteur, celui qui prend le prêt hypothécaire. Hein. Donc ça, c'est un prêt hypothécaire. Donc là, il y a une hypothèque. Et on avait une bank run parce que tout d'un coup, les déposants se méfiaient de la banque et ils se disaient, oh là, est-ce que je vais pouvoir retirer mon argent? Et ils couraient sur la banque et puis la banque, elle n'était pas capable de reprendre les francs qu'elle avait donnés sous forme de prêt hypothécaire et elle était le bec dans l'eau. D'où l'instauration du système de dépôt, du système d'assurance de dépôt, d'accord, qui, si le système d'assurance des dépôts est crédible, résout parfaitement le problème, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, le système est assez différent parce que vous avez une partie des dépôts qui vont dans les banques, de toute façon protégés par l'assurance, mais le fait est que les banques se financent, en particulier aux États-Unis, se financent ailleurs. Donc le dépôt ne finance qu'une partie des prêts hypothécaires. C'est ce qu'on appelle les marchés monétaires qui appartiennent à ce qu'on appelle le shadow banking, qui sont la principale source de financement des banques, et également sous les marchés, parce qu'il y a des produits sécurisés, c'est-à-dire qu'il y a des mortgage-backed securities, donc c'est des nouveaux titres qui ont été émis. Donc le point important, c'est que le système de financement, il est massivement différent de ce qu'il était auparavant, de sorte que l'assurance de dépôt reste une bonne solution, mais elle est insuffisante, il faut réfléchir à l'autre partie du système, de sorte aussi que le système monnaie pleine serait éventuellement une bonne solution, mais ne résoudrait absolument pas les problèmes auxquels nous avons été confrontés en 2008. Et le problème auquel on a été confrontés en 2008, c'est un repo run, c'est une run sur les repos, c'est-à-dire une run entre les banques entre elles. Donc ce sont ces marchés entre banques, ou les marchés entre les marchés qui règlent les transactions entre les money market et les banques, qui se sont bloqués et qui ont fait que les banques ne pouvaient plus financer leur crédit, elles ne pouvaient pas leur prendre parce qu'il était immobilisé, et elles n'avaient plus le financement pour les assurer, et les banques étaient au bord de la faillite. Certaines ont fait faillite, les autres ont dû être sauvées par les États dans différentes circonstances. Donc c'est ça le message important, le système bancaire, il a fondamentalement changé. L'assurance de dépôt est un substitut pour la monnaie pleine, mais c'est un substitut qui ne suffit pas aujourd'hui à nous protéger. La monnaie pleine non plus ne nous protégerait pas de l'instabilité financière dans les marchés modernes. Alors, lessons learned, qu'est-ce qui me reste? 5 minutes. On a régulé, on a fait beaucoup d'efforts sous l'égide de Bâle III pour adresser ce problème d'instabilité du système bancaire global, pas seulement des relations entre les déposants et les banques. Et ça, c'est ce qu'on a fait sous Bâle III. Je n'aurai peut-être pas le temps d'aller beaucoup plus loin dans les détails. On a demandé aux banques d'avoir un coussin en capital plus solide, beaucoup plus de capital et de meilleur capital. C'est important parce que si on commence à soupçonner une banque d'être en difficulté sur un certain marché, si on peut dire, oui, mais cette banque, elle a de toute façon un capital de fonds propres qui est tel que même si tout va mal sur ce marché-là, elle va pouvoir assumer cette difficulté. Il n'y a pas d'incitant, ni pour les déposants, mais non plus sur les marchés
bancaire de couper ce contrat avec les banques. Et donc, les banques, le système restera solide. Plus de capital, meilleur capital. Limits to maturity transformation, on a limité leur possibilité d'emprunter très court et de prêter très long. Ou en particulier, on leur demande de détenir à tout moment un stock d'actifs très liquides, de sorte que s'il y a un choc quelque part, elles peuvent prendre ces actifs et les vendre. Et quand on dit actifs très liquides, c'est des actifs qu'elles vont pouvoir vendre très facilement, très rapidement. Donc c'est une manière de prendre une assurance contre les chocs possibles. Plus que ça, on a du côté too big to fail. Too big to fail, vous avez entendu parler de ça. L'initiative monnaie pleine n'a rien à voir sur too big to fail. Donc ce gros problème, ce problème massif, on le confronte différemment, en particulier en demandant aux banques les plus grosses, les plus dangereuses, d'avoir encore plus de capital que les autres, éventuellement en leur demandant en mettant des réglementations de liquidité encore plus strictes, mais surtout en leur demandant de s'organiser de telle manière que si vraiment il y a quelque chose qui va mal, elles peuvent être transformées d'une certaine manière, être mises en pseudo-faillite, sans mettre en danger la partie qu'on considère comme importante pour l'économie, la partie dite systémique. Donc, pourquoi on aide les banques? Ce n'est pas parce qu'on les aime bien. On aime les banques parce qu'on sait bien que si elles arrêtent de faire leur business, c'est tous des pans entiers de l'économie qui vont s'arrêter. Si tout d'un coup, une banque fait faillite, toutes les lignes de crédit qu'elle a accordées auprès des entreprises sont bloquées. Donc ces entreprises n'ont plus accès à leurs comptes, elles n'ont plus accès à leurs lignes de crédit. L'économie s'arrête. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et on demande donc aux banques de s'organiser différemment pour pouvoir, même en cas de coup très dur, assurer la survie de la partie de leur activité qu'on considère comme essentielle, comme systémique. Ça, c'est ce qu'on a fait. Alors, on a aussi fait des recommandations sur les rémunérations, mais je n'ai pas le temps de parler de ça. Et on a réfléchi beaucoup plus profondément à la problématique de l'interconnexion entre les banques, c'est-à-dire en se rendant compte qu'il ne faut pas seulement réguler les banques une à une, mais aussi regarder comment elles interagissent l'une avec l'autre, parce que là-dedans peut se trouver une source de risque systémique, même lorsque chaque banque individuelle est relativement stable. Bon, c'est tout un programme. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je crois. Voilà, alors les lessons learned, en tout cas en Suisse, hein, c'est too big to fail, too big to save, plus jamais ça, on veut absolument éviter ça à l'avenir. Et on a fait beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle le Swiss finish. On n'a pas été très populaire pour ça, ni à la Banque centrale, ni à la FINMA, mais pour essayer de les rendre les plus solides. Alors, on était les early movers, more and better capital, je vais passer ça. Je crois que la question qu'on pourrait poser, c'est est-ce qu'on en a fait assez? Je crois que c'était une des questions que vous posez. Je fais la publicité pour un bouquin qui est excellent sur la notion de too big to fail. On a fait beaucoup de choses, peut-être pas assez au niveau des rémunérations, je passe tout ça. La question que je voudrais simplement poser, voilà, on a resté là, est-ce qu'on en a fait assez? Est-ce qu'on en a fait assez? Et là, il y a encore matière à discuter. Il y a matière à discuter parce que voilà, la majorité des professeurs, des chercheurs diraient qu'on aurait pu aller encore plus loin. En particulier, on est encore plus exigeant en matière des capitales pour les banques. Inévitablement, la réglementation est un espèce de compromis. On a fait, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est beaucoup plus, les banques sont beaucoup plus solides. On peut penser d'ailleurs que la prochaine crise viendra d'ailleurs. Alors la question c'est d'où? Ça c'est une grande question. Mais c'est vrai que dans le meilleur des mondes, on aurait été encore un pas plus loin pour rendre les banques encore plus solides. Mais pour vous donner un exemple, je vais prendre un cas concret. Moi j'ai argumenté que, comme on dit, on est parti du marché immobilier. Le marché immobilier, c'est quand même la source principale de fragilité de nos institutions. En Suisse, le vrai risque systémique, c'est le marché immobilier. Alors nous avons, la Banque nationale, on a introduit des mesures nouvelles pour essayer de protéger ce marché immobilier, de l'empêcher de déboucher sur une bulle qui éclaterait et qui causerait des gros problèmes. Quelles sont les critiques que nous avons eues? La critique, typiquement, c'est vous empêcher le Suisse moyen d'accéder à la propriété.
Ce problème de l'accès à la propriété, il est au départ de la crise financière. Parce qu'au départ de la crise financière, c'est Clinton qui disait qu'il faut que les Américains deviennent propriétaires. Et le taux de propriétaires aux États-Unis a fortement augmenté avant la crise. Est-ce que c'est un problème de stabilité financière? C'est aussi un problème de choix de société. Moi, je ferais le choix de dire ça n'en vaut pas la chandelle, il faut un marché immobilier extrêmement stable, même si ça veut dire qu'une petite fraction de la population aurait peut-être pu devenir propriétaire et qu'elle ne le deviendra pas. Peut-être qu'il vaut mieux se focaliser sur un marché de location d'immobilier qui fonctionne bien, mais ne pas prendre des risques globaux, collectifs, sur ce plan. Mais vous pouvez être tout à fait en désaccord avec moi, c'est une question de risques sociaux. Alors, je n'ai pas trop parlé de ma monnaie pleine. Oui, ce que je voulais dire encore, c'est que j'ai suggéré au fond que l'initiative n'était pas très utile, parce qu'elle ne confronte pas le vrai problème de stabilité auquel on est confronté aujourd'hui, et qui est lié à celui qu'on a vécu en 2007-2008. Et donc, la monnaie pleine, Lehman Brothers n'est pas une institution qui prenait des dépôts de clients. Donc, Lehman Brothers n'aurait pas été touché par une initiative monnaie pleine. Donc, l'initiative est assez largement inutile parce qu'on a choisi une autre route, en particulier parce que le système financier a évolué, et parce qu'on a choisi une autre route pour les courses au guichet, qui est l'assurance des dépôts. Cela dit, elle a un pédigré qui n'est pas mauvais, l'initiative. La partie réserve, 100% de réserve, dire toutes les banques, c'est 100% de réserve requirement, tout ce qui est déposé à la banque par les clients est transféré à la Banque centrale. Les réserves déposées à la Banque centrale, c'est 100% de ce qui est déposé. Cette initiative a une source dans ce qu'on a appelé le plan de Chicago, qui a été développé au début des années 30, précisément après la crise des années 30, en disant, mais voilà, les banques sont fragiles, il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, on a eu un peu un embranchement. Assurance de dépôt ou Chicago Plan, 100% reserve requirement. On a choisi dans tous les pays l'assurance de dépôt. Alors, est-ce que ça a un sens aujourd'hui, ça aurait un sens aujourd'hui d'aller dans l'autre route, de prendre le 100% de reserve requirement? Et là, il faut dire que, et c'est ça mon dernier point, c'est que c'est une très grosse transition. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire qu'on a choisi un système qui a fait que le système financier s'est développé dans une certaine direction. Si maintenant on décidait, non, on revient en 1933 et on choisit l'autre route, les reserve requirements, 100% de reserve requirements, c'est un très gros changement. C'est un changement qui est tellement gros que les initiants imaginent que pendant 15 ans, il va y avoir une transition. 15 ans de transition. Avant d'arriver au système qui était proposé ou qui était imaginé par le Chicago Plan, qui était que les banques, le crédit serait accordé non plus par des banques, littéralement, mais par des fonds mutuels. Puisque les banques n'auraient plus les dépôts pour accorder les crédits, il devrait y avoir une autre activité, ce seraient des autres institutions, où les banques qui se scindent en une autre partie, où elles attirent les crédits, l'épargne, comme les fonds mutuels, les fonds de placement, en disant, un fonds de placement, le plus commun, c'est je vous proposez votre épargne à la banque, et la banque, pour vous, l'investit dans un marché boursier. Mais au lieu de l'investir dans un marché boursier, on l'investirait dans un portefeuille de crédit. Donc, le point important, c'est que ça change complètement, il faut un gros changement dans le système financier. Les initiants imaginent qu'en 15 ans, on peut y arriver. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces 15 ans? Pendant ces 15 ans, ce qu'ils imaginent, c'est que la Banque centrale, la BNS, va alors leur prêter aux banques commerciales. La Banque centrale va prêter l'argent aux banques commerciales pour que les banques commerciales puissent assurer leur crédit, puisque les crédits ne pourront pas l'assurer à partir des dépôts. Et là, on est dans un système qui n'a jamais été essayé nulle part, qui conduirait la Banque centrale effectivement à assumer le risque de crédit de l'économie dans son entier. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait, qui est contraire à tous les principes normaux d'une banque centrale. Donc on est dans un gros point d'interrogation. Je crois que cette transition imaginée n'est simplement pas faisable. Maintenant, il y a d'autres questions sur la monnaie pleine, mais je m'arrête, j'ai promis de m'arrêter. Et il y a aussi des points sur lesquels on n'a pas parlé, le fait que la monnaie est mise en circulation sans crédit. On peut répondre aux questions, je pense que c'est la seule chose qu'on puisse faire. Merci.